Ah, parfait. Bon, alors, très bien. Bon, déjà, alors, bonjour à toutes, ou rebonjour à toutes et à tous. Je vais avoir le plaisir d'attaquer cette présentation à deux voix. À deux voix parce que ce dont nous allons vous parler, le programme CUBES qui nous tient tant à cœur, est un programme co-conçu et copiloté par le CEREMA et par l'IFPEB. C'est pour ça que vous aurez des intervenants de ces deux superbes entités. L'honneur m'a été confié d'attaquer, donc merci mesdames de m'avoir laissé cette honneur. Je vais vous parler d'une part de la genèse de CUBES et d'autre part de son contenu, et enfin du lien qu'il y a entre la saisie des données de consommation de CUBES avec les obligations du futur décret tertiaire. Alors, CUBES, son origine, c'est Cube 2020. Cube 2020 est un concours à destination des bâtiments tertiaires dont le but est de réduire en un an les consommations énergétiques de ces bâtiments. Ce concours existe depuis 2013 et des bâtiments scolaires ont concouru. Pour certains d'entre eux, les résultats ont été excellents, ont été supérieurs aux 12% de moyenne d'économie d'énergie qu'on constate dans ce genre de démarche, mais pour d'autres, ça n'a pas été le cas. Et l'une des raisons, ça a été le manque aussi bien de temps que de moyens pour pouvoir piloter un projet tel que celui-là, parce que il doit embarquer le maximum de personnes, puisque c'est un concours sur l'usage. Et pour pouvoir faire ceci, il faut avoir les personnes pour le faire, et les moyens. Donc, CUBES est issu de Cube 2020. Nous en sommes actuellement à la deuxième promotion et les inscriptions pour la troisième promotion sont ouvertes actuellement. Le grand principe de CUBES, c'est quoi? C'est un challenge de 5 ans. 5 ans pour réduire les consommations énergétiques des collèges et des lycées de France. 5 ans pour éduquer les élèves, mais aussi s'éduquer, professeurs, agents techniques, pour s'éduquer aux économies d'énergie. Aussi 5 ans pour mobiliser l'ensemble de la sphère éducative, mais aussi les parents, comme nous le verrons, sur les bons usages. Je répète, CUBES, c'est un concours sur les usages. Par contre, on ne s'interdit pas d'une façon indirecte de solliciter les agents techniques et les personnes en charge de l'exploitation pour eux-mêmes, pour elles-mêmes les personnes, faire des économies. Et CUBES, ça permet aussi d'anticiper les travaux, comme nous le verrons sur la planche suivante. Donc CUBES, c'est 5 ans, une année de concours. Le concours, il a pour but d'accélérer le process parce que pour embarquer le maximum de personnes, il faut trouver un moyen ludique. Cube 2020 dont je vous ai parlé a montré que le concours était un bon démarrage. Par contre, le concours seul ne mène à rien, j'entends, ou est difficile à mener dans le cadre d'un environnement scolaire. C'est pour ça que la force et la spécificité de CUBES, c'est l'association du concours et de l'accompagnement qui vous sera décrit par la suite. Donc, 5 ans, une première année pendant laquelle on s'interdit de faire des travaux, mais par contre, on agit sur les leviers éducation, usage, exploitation. Puis 4 années pour s'inscrire dans la durée et pérenniser les acquis obtenus pendant la première année de concours. Quelle est la méthode de calcul des économies? Elle est absolument classique pour tout type de démarche, tout type de contrat avec engagement de performance. On commence d'abord par établir une situation de référence ou une situation historique. Cela permet de modéliser le comportement du bâtiment face aux variations climatiques ou à d'autres variations comme l'usage dans le sens le nombre de personnes qui occupent le bâtiment. Donc, on demande à tous les participants de CUBES de nous renseigner, de nous informer sur 3 années de consommation des 3 années précédant le concours. À partir de ces 3 années, on fait une moyenne qui nous définit une consommation de référence. Par contre, c'est une moyenne théorique qui correspond aux conditions climatiques, en particulier des 3 années précédentes. Ce ne sont pas les conditions climatiques de l'année de concours. C'est pour ça qu'on ajuste la consommation de référence aux conditions climatiques de l'année de concours. Puis, on mesure les consommations à partir des factures. Ce sont des consommations que l'on appelle en énergie finale, parce que ce sont celles que l'on a à partir des factures des énergéticiens. La différence entre la consommation réelle et la consommation ajustée nous permet de donner un résultat, un classement et une remise de prix. Il y a des remises de prix tous les ans et tous les mois, il y a une newsletter avec entre autres la remise du classement. Ça, c'est le premier effet de CUBES. Depuis la publication du décret tertiaire dont je vais vous parler tout de suite, et nous avions prévu évidemment sa publication,
nous offrons la possibilité d'avoir un lien direct entre la saisie des consommations qui sont faites dans Cubes pour vous préparer à remplir une autre base de données, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la base de données Opérat, qui est la base de l'ADEME, qui vous servira à remplir vos obligations du décret tertiaire. Alors, vous me direz, le décret tertiaire, c'est quoi? C'est d'abord ce monsieur que vous reconnaissez, Jean-Louis Borloo. Pour les plus anciens et les plus anciennes, nous faisons un retour dans le temps en 2009. Ce sont les lois Grenelle 1 et 2 avec énormément d'enthousiasme. La loi Grenelle 1 a été votée à l'unanimité, il n'arrive absolument jamais. Bon, il n'y avait aussi aucune obligation, mais quand même, dans le principe, c'était beaucoup d'enthousiasme. Et parmi les très très nombreuses choses que l'on a trouvées dans les lois Grenelle 1 et Grenelle 2, il y avait une obligation de travaux d'amélioration des bâtiments tertiaires. Déjà à l'époque, pour être plus précis, il fallait lancer les actions en 2012 et on avait 8 ans pour le faire. Autant dire qu'on est un petit peu en retard. Cette loi a été reprise par le ministère de Ségolène Royal dans le cadre de sa loi pour la transition écologique, la transition énergétique pour la croissance verte, en 2015, 5 ans après. Elle a repris l'objectif, mais comme je vous ai dit que l'objectif de la loi précédente, c'était de 2012 à 2020, et qu'on était déjà en 2015, Ségolène Royal et son cabinet ont prolongé l'obligation et ont fixé un montant, 60% d'économie d'énergie finale. Il y a 3 chiffres importants, c'est en 2050, 60% de gain d'énergie par rapport à la situation de référence dont je vous parlais en 2010. Puis, François de Rugy a à nouveau complété cette loi et a précisé, il a fait quelque chose, son cabinet a fait quelque chose de très bien, c'est de mettre des jalons antérieurs à 2050. C'est-à-dire pour s'assurer que l'action se fasse, il est mieux d'avoir des jalons qui permettent de voir à une échéance plus courte si les objectifs sont atteints. Et ces jalons, en partant de 60% en 2050, sont ceux que vous voyez, l'économie de 40% en 2030, 50% en 2040, toujours par rapport à 2010. Les lois, évidemment, sont cohérentes, quels que soient les ministres qui les portent. Mais une loi n'est rien sans ses décrets et ses arrêtés. Et c'est sous le ministère de Madame Elisabeth Borne que d'une part, le décret tertiaire a été publié le 23 juillet 2019 avec une application au 1er octobre 2020, c'est-à-dire demain. Et ce décret non plus n'est rien tant qu'il n'a pas d'arrêté, et en particulier des arrêtés qui vont donner du détail sur quels sont les objectifs que l'on veut atteindre et surtout quels sont les seuils et les chiffres que l'on doit atteindre. Rentrons un peu dans le détail de ce décret. Alors déjà, quels sont les bâtiments qui sont concernés par ce décret? La réponse est simple, tous. Tous les bâtiments dont la surface de plancher est supérieure à 1000 m². Alors la surface de plancher est une nouvelle surface, on en a plein en France, on doit avoir une quinzaine de différentes surfaces. La surface de plancher ressemble, pour ceux qui sont au courant, à la chaune, ou bien à la surface utile locative, ou la surface utile. Le détail est donné dans l'arrêté, mais en gros c'est la surface dans laquelle vous vivez, hors les combles et les bâtiments techniques, les pièces techniques par exemple. Donc pour tous les bâtiments de plus de 1000 m², vous êtes concernés. Mais si vous avez moins de 1000 m², vous ne pouvez pas vous échapper à l'obligation si vous faites partie d'un ensemble qui lui-même fait plus de 1000 m². Ça a été fait pour tous les corners que l'on trouve dans les différents centres commerciaux. Il y a quand même quelques bâtiments qui seront hors champ. Je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment concernés puisqu'il s'agit des baraques de chantier, qu'on appelle les constructions à permis de construire à titre précaire, mais aussi les lieux de culte et enfin les bâtiments de l'armée. Par contre, peut-être avez-vous la chance d'occuper un bâtiment très récent, donc livré après le 2 novembre 2018, et bien vous êtes heureux car vous n'êtes pas concerné par ce nouveau décret. Quels sont les objectifs? Ils ont été inscrits dans la loi, ils sont rappelés sur cette planche. Pour s'en rappeler, petit procédé mnémotechnique, ayez le chiffre 10 en tête. Alors, il faut 40% en 2030, 40 moins 30, ça fait 10. C'est la même chose pour en 2040, en 2030, pardon, 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050. Il y a toujours 10 entre l'année à laquelle doit être atteint cet objectif et le pourcentage, et la référence, c'est 2010. Alors, c'est la référence, la première possible. Vous avez le droit de prendre une référence en 2012, 14 ou 16. J'ai rappelé que l'énergie se fait en énergie finale. Par contre, excusez-moi, je dis un point important, mais pour l'instant, vous allez être peu concernés.
La loi a laissé la possibilité que l'objectif se calcule soit en pourcentage, soit par rapport à des seuils. Par contre, pour définir les seuils, il faudrait savoir pour tous les bâtiments tertiaires de France, quelle que soit leur spécificité, quel serait le bon seuil. Il y a des groupes d'études auxquels l'IFPEB fait partie, qui travaillent sur ce sujet, ça avance, mais très lentement. Donc pour l'instant, le seul objectif qui soit utilisable, c'est l'objectif du pourcentage. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se calcule en énergie finale. Donc je répète, l'énergie finale et l'énergie au compteur. Pour ceux qui en ont entendu parler, il existe une autre façon de calculer les économies d'énergie, c'est en énergie primaire. Et ça, c'est l'énergie telle qu'elle sort de la nature. Donc celle-là, elle est totalement immesurable. D'où l'intérêt, puisque l'obligation, ça s'applique au plus grand nombre, d'utiliser une énergie que tout le monde puisse mesurer et comprendre, donc en énergie finale. Alors, comment y arriver? L'État nous donne 4 pistes. Et en fait, l'État, c'est nous. J'entends dans ce sujet parce qu'en fait, le résultat de ces 4 propositions viennent de la sphère civile. Nous avons monté un certain nombre de groupes de travail pour proposer ces 4 idées. Il y en a 2 qui sont classiques. Il faut faut isoler le bâtiment. Une seconde, il faut utiliser des chaudières et des équipements performants. Et puis, il y en a une qui a été conçue il y a un peu plus récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, c'est de prendre en compte qu'une bonne exploitation et une bonne maintenance vont conduire à une bonne économie. C'est exactement comme pour votre voiture. Si elle n'est pas bien entretenue, elle risque de consommer plus. Et un 4e point, qui est lui franchement récent, et l'IFPEB y est pour beaucoup, c'est de prendre en compte comme un moyen d'atteindre les performances, c'est l'usage. Et on sait bien que le meilleur des bâtiments, le mieux entretenu possible, si quelqu'un s'amuse à ouvrir les fenêtres sans s'échauffer, ou s'est s'échauffer toute la nuit alors qu'il n'y a personne, là c'est de l'usage, va conduire à une forte consommation. Donc ce sont bien ces 4 piliers, et j'ai mis le dernier levier en vert parce que c'est celui qui nous concerne directement dans Qubes. Il existe par ailleurs des modulations, c'est-à-dire que le législateur a imaginé des cas qui permettent de changer l'obligation ou de l'amoindrir son effet. La première, c'est si les travaux que l'on envisage de faire peuvent mettre en danger le bâtiment, il est clair qu'il ne faut pas les faire. Si le bâtiment est classé ou si c'est un monument historique, on risque de dégrader fortement le bâtiment, donc on ne fait rien également. Pour les DOM, c'est pas qu'il n'y a pas de modulation, mais il y a des modulations évidemment particulières liées au climat. Et enfin, les différents propriétaires et locataires de bâtiments ont beaucoup insisté sur ce point, c'est que si les travaux, le coût des travaux, le coût des actions des 4 leviers dont je vous ai parlé est supérieur au gain que l'on peut faire sur une période de temps donnée, on évite de le faire. Un décret, un arrêté, pardon, a donné les différents seuils avec les différents pourcentages. Je peux vous dire que c'est quand même très dur. Alors, on doit faire un dossier pour montrer à l'État qu'on rentre dans ces cas de modulation. C'est très dur de ne pas être dans la modulation DOM, qui est géographique, ou la modulation bâtiment classé. Qui est assujetti? Alors, pour les professeurs de lettres qui m'écoutent, je suis désolé, assujetti, effectivement, 2T. Donc, pour les assujettis, de qui s'agit-il? Il s'agit de tous. Les propriétaires, évidemment, c'est eux à qui appartient le bien, mais aussi leurs locataires. Vous savez bien que le propriétaire n'a aucun poids sur l'usage que le locataire peut faire de son bien. Donc, il doit y avoir un lien fort entre le propriétaire et le locataire. Pour simplifier les choses, en pratique, celui qui est assujetti, c'est celui qui a souscrit le contrat d'énergie avec un fournisseur d'énergie. Alors après, quelles énergies doit-on prendre en compte? Eh bien, toutes. Absolument toutes, et c'est la première loi, la première obligation depuis que je suis au courant, c'est-à-dire depuis 2007, qui s'adresse à l'ensemble des énergies. On y trouve les 5 énergies que l'on appelle les énergies de la réglementation thermique. C'est celles en fait qui font du chaud et du froid. Pour dire les choses très brutalement, donc chauffage, ventilation. On y trouve le mot auxiliaire. Auxiliaire, ce sont les pompes qui font marcher tous ces équipements. Donc on s'intéressait en fait qu'au chaud et qu'au froid. Ont été ajoutés tous les autres usages que vous connaissez, donc les ascenseurs, mais pas que, tout ce qui est mécanique, tout ce qui demande une énergie, des fours pour des collèges ou des lycées, des ateliers, et évidemment tout ce qui est informatique, ce qui prend une part de plus en plus importante. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces 2 derniers volets sont les volets sur lesquels les cubistes ont le plus d'action possible.
Maintenant, je finirai pour vous dire ce qu'est Opérate. Opérate, c'est une plateforme numérique. C'est l'ADEME qui la porte et elle vous demandera, il vous imposera de déclarer votre activité, de déclarer sa surface de plancher, quelles sont vos consommations, évidemment en choisissant l'année de référence. Si vous avez des modulations, elle vous le demandera. Puis, le cas échéant, vous pouvez déduire, si vous avez des recharges électriques, ça vous fait un bonus, donc vous pourrez déduire ces données. Pour quand tout ceci? Eh bien, dès cette année, dès 2021, autant vous dire que c'est demain. Donc, ça va vous mettre une obligation, si vous n'êtes pas prêt, qui est énorme, avec beaucoup de travail. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Cubase vous aide à faire cela, parce que en saisissant les données de consommation dans Cubase, vous avez toutes les informations demandées qui sont disponibles. Voilà, merci pour votre attention. Maintenant, je cède la parole à mes collègues du CEP. Christelle, je te laisse justement présenter ce que Pascal a introduit, donc tout l'accompagnement que vous prodiguez au niveau national et voilà comment s'organise, qu'est-ce que c'est vraiment de rejoindre Cubase. Je te laisse la parole, Christelle. Merci. Oui. Merci Alicia. Bonjour à tous. Donc moi c'est Christelle Bonnet, je suis chef de projet Cubase côté CEREMA. Donc CEREMA qui intervient essentiellement dans le copilotage du challenge, mais aussi dans le déploiement opérationnel. Hein, c'est principalement les équipes du CEREMA que vous voyez ou verrez si vous inscrivez à Cubase dans le cadre des actions d'accompagnement. Donc Pascal a présenté les grands principes de Cubase. Alicia, pardon, je te laisse la main pour avancer les diapos. Donc Pascal a présenté les grands principes de Cubase avec les différentes, le cadre, hein, les types d'actions qu'on peut utiliser dans Cubase, notamment l'exploitation et l'usage. Et puis là, je vais vous parler un peu de l'accompagnement qui est proposé dans Cubase. Donc l'accompagnement proposé dans Cubase, ça s'inscrit dans le cadre d'un programme de certificat d'économie d'énergie, C2E, qui permet donc, à partir du moment où les collectivités inscrivent un minimum de 5 établissements, collèges ou lycées, ça permet de bénéficier d'un accompagnement que je vais présenter maintenant. Alicia, je n'ai pas la main pour avancer les diapos. Je ne sais pas si tu peux les avancer. Oui, merci. Merci. Voilà. Du coup, à quoi sert Cubase, hein, concrètement, quel est l'accompagnement qu'il y a derrière? Donc, vous l'avez vu, notamment avec les exigences du décret tertiaire. Le premier objectif de Cubase, c'est déjà de réaliser des économies d'énergie. Économie d'énergie, donc dans une logique plus large de développement durable, il s'agit d'inscrire les collèges et lycées dans la transition énergétique. C'est aussi l'occasion de se pencher, notamment via les actions sur l'exploitation et sur l'usage, à faire des diagnostics, à s'interroger sur le confort de ces différents établissements. Et puis, du coup, il va de soi qu'on cherche à économiser l'énergie, mais que ce ne soit pas au détriment du confort. Donc, voilà, dans Cubase, on essaye de faire des diagnostics de confort humain pour améliorer le confort tout en réduisant les économies d'énergie. C'est aussi une occasion de s'interroger sur les organisations, sur les liens, sur le côté humain. Et voilà, c'est l'occasion de favoriser le lien entre tous les acteurs, que ce soit entre la collectivité et les établissements, entre les services plutôt techniques, les services plutôt administratifs et les équipes pédagogiques, entre les élèves et les adultes. Voilà, on favorise le lien entre l'ensemble des acteurs et l'ensemble des acteurs d'une démarche d'économie d'énergie dans un établissement scolaire. C'est à la fois le propriétaire, le gestionnaire, le chef d'établissement, les équipes enseignantes et pédagogiques, et puis bien sûr les élèves et voire leurs familles plus autour. Et puis, Cubase s'inscrit également aussi dans un objectif de contribuer au programme éducatif dans l'idée que l'établissement serve de terrain de travail, d'expérimentation aux élèves
pour faire des expériences, des travaux, des ateliers, des TP sur différentes matières sur le sujet. Et le tout, ben voilà, on a parlé de concours, de challenge. Le tout se veut dans un esprit ludique et convivial. C'est voilà, on est là pour économiser l'énergie, mais dans une bonne ambiance. Il faut aussi motiver les gens si on veut des vraies actions derrière. Donc c'est un peu un maître mot entre guillemets de QBES dans ce déploiement. Sur la diapo suivante, du coup, j'ai mis en quoi consistait principalement l'accompagnement qui est proposé. Donc, je te disais, à partir du moment où, juste si on peut couper le micro, merci. Je vais essayer de couper le micro. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Sont activés. Je t'entends bien, Christelle. Oui, merci. L'accompagnement, en quoi consiste-t-il? Donc, à partir du moment où une collectivité inscrit 5, 10, 15, 20 établissements de son territoire dans le challenge, du coup, on réalise différents types d'actions. Donc, différents types d'actions, notamment à l'échelle collective, où on réunit les différents établissements, ou en tout cas des référents et des représentants de différents établissements dans le cadre de réunions collectives. Je vais y revenir. Donc, c'est un accompagnement collectif sur le projet pour mettre en place une dynamique de réseau et des réunions collectives. On met en place aussi de la formation. Je vais revenir dessus, hein, sur que ce soit la formation à distance et la formation présentielle. Et puis, on a un objectif, on ne l'a pas dit aussi, d'engager quelque part 1000 collèges et lycées dans la démarche QBES sur 3 ans. Et du coup, il s'agit aussi, dans une question de massification des économies d'énergie, hein, on ne peut pas intervenir dans tous les établissements de France. Néanmoins, on en accompagne quelques-uns. Donc, sur chacune des inscriptions collectives, on accompagne un échantillon d'établissements avec l'idée peut-être d'aider ceux qui ont un peu plus de difficultés et puis de pouvoir faire bénéficier de leur retour d'expérience à tout le monde à l'occasion des réunions de réseau. Donc, concrètement, comment s'organise le séquençage? Donc, sur la diapo suivante, vous avez du coup un schéma type des différentes actions. Donc, vous avez en vert sur la partie du haut du schéma toutes les actions qui se font collectivement, avec en vert clair plutôt les actions de réunion de réseau. On se retrouve à différents temps dans l'année. Il y a des moments d'échange, donc on invite des représentants de chacun des établissements candidats dans la zone de la collectivité qui inscrit ces établissements. Et puis, c'est l'occasion d'échanger sur l'état des lieux, sur les actions qui peuvent être menées, sur comment on peut utiliser tel ou tel outil de QBES, voilà, et échanger sur ce qui marche moins bien, le chemin accompli et tout le programme d'action qu'on peut mettre derrière. Et aussi, donc, je vais en parler, les questions de formation avec une formation à distance. Donc, dès le début de la démarche, cette formation à distance, donc vous avez un extrait, une impression écran hein, sur la diapo. Il s'agit de proposer en 1 heure maximum quelques vidéos pour présenter donc les grands principes de QBES, en quoi consiste le challenge, quelles sont les principales règles, de quoi est constitué, qu'est-ce qu'est l'accompagnement de QBES, quel est l'accompagnement qui est proposé dans QBES, quelques témoignages, et puis également quelques outils qui sont à disposition et quelques données un peu sur les démarches qui peuvent être menées dans les établissements avec différentes étapes et différents objectifs qu'on peut atteindre dans les démarches d'économie d'énergie avec les occupants et en particulier. Donc ça, c'est sur la formation et il y a aussi une action de formation donc en présentiel. Hein, où on réunit une quinzaine de personnes, donc à peu près 3 personnes par établissement, toute une journée autour des actions d'économie d'énergie avec les occupants. Comment mettre en place une démarche d'accompagnement au changement avec des éléments à la fois pratiques, théoriques et pratiques. Sur lequel ma collègue Noémie va revenir tout à l'heure.
Et ça, donc, c'est tout ce qui se passe à l'échelle collective. Et puis, donc sur la diapo suivante, vous avez une illustration de ce que peuvent être des réunions de réseau. Donc, et en quoi ça consiste, c'est vraiment favoriser les échanges entre les établissements et la collectivité. On apporte des informations, des outils. On peut présenter des outils qui sont directement utilisables dans les établissements. Et puis surtout, on partage des expériences de chacun. Et c'est très enrichissant pour tous. Donc ça, c'est tout ce qui se passe à l'échelle collective. Et puis, je le disais, donc il y a une partie dans laquelle on intervient pour certains établissements, donc dans l'échantillon d'établissements, sur la slide suivante. Par exemple, donc si une collectivité inscrit 5 à 10 établissements, on interviendra dans 2 établissements pour les accompagner dans leur démarche donc individuelle à l'établissement autour de 4 actions. Donc, il s'agit de les accompagner sur la constitution d'une équipe relais. C'est des choses qui sont déjà abordées en formation et sur lesquelles on peut réintervenir avec l'établissement. On est là aussi pour aider à la préparation d'un événement, que ce soit un événement de lancement intermédiaire ou clôture, mais pour marquer un peu le coup et essayer de sensibiliser davantage tous les occupants de l'établissement autour voilà, d'une animation, que ce soit autour d'une récré en une demi-heure ou plus largement sur une semaine développement durable. Vous avez une illustration sur une semaine verte, par exemple, sur le schéma. Ça peut être aussi une assistance aux enseignants sur le programme pédagogique. On a toute une panoplie d'outils basés sur des retours d'expérience qui permettent de donner des exemples d'actions qui peuvent être menées avec les élèves. Là, vous avez une illustration avec une maquette qui modélise un bâtiment par rapport à l'éclairage et puis au confort qu'il peut y avoir à la fois lumineux et thermique. Et puis, on intervient aussi, donc c'est peut-être une des actions phares aussi de l'accompagnement qu'on propose pour l'échantillon d'établissement, c'est la réalisation d'un diagnostic participatif sur lequel ma collègue va revenir après. On propose toute une démarche à la fois vraiment pour que les élèves comprennent davantage le fonctionnement du bâtiment et puis s'imprègnent des lieux et du fonctionnement pour proposer derrière un plan d'action à mettre en œuvre. Et puis, donc voilà, on a une bonne année et demie de retour d'expérience sur QBES. Et puis, avec la crise sanitaire qui nous est arrivée à tous en ce début d'année, ça nous a amené à réfléchir aussi à une évolution un peu de QBES. Donc, c'est sur la slide d'après. Voilà, on a réfléchi à une adaptation, une adaptation de QBES. Déjà, pour permettre de prendre en compte les règles sanitaires en vigueur. Donc aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. On ne sait pas en septembre, en octobre, de quoi seront en fait les règles sanitaires. En tout cas, on se prépare à toute possibilité. Maintenant, on a vu 2 extrêmes, entre guillemets. Donc voilà, on s'organise pour que ce soit adapté et que ça puisse répondre aux besoins sanitaires. Et puis avec l'année et demie, je le dis, d'expérience qu'on a menée dans cet accompagnement. Et puis, il peut y avoir aussi des besoins particuliers de certaines collectivités ou certains établissements qui peuvent parfois être éloignés du chef-lieu de région ou de département et pour qui ça peut être difficile de se déplacer pour des réunions de réseau de 2 ou 3 heures. Donc, voilà, on a à la fois travaillé sur l'amélioration de nos outils, nos méthodes, et sur un développement d'autres outils, et puis sur la possibilité de faire une partie des actions à distance. On avait déjà de la formation à distance. Aujourd'hui, on a les réunions de réseau et les formations les autres formations qui se font en présentiel. Pour l'année scolaire à venir, voilà, on pourra potentiellement faire un peu plus d'accompagnement à distance en fonction des règles sanitaires et si c'est la volonté aussi des collectivités. Établissements. J'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas à poser des questions à l'écrit sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui a été présenté. Et puis, je vais laisser la parole du coup alors, et juste avant, pardon, il me reste un élément à aborder, j'ai oublié de le faire.
En plus de cet accompagnement sur des réunions collectives, sur de la formation et sur une intervention dans un échantillon d'établissements, le programme CUBES permet de mettre à disposition des différents établissements un kit établissement. C'est sur la slide d'après. Tout établissement qui est inscrit à CUBES bénéficie d'un kit établissement. Donc, vous avez une photo en haut à gauche de ce kit. C'est un kit qui comprend du matériel de mesure, notamment des wattmètres, une caméra thermique et puis un capteur de CO2 et température avec enregistrement, des guides sur des petites actions techniques d'exploitation et sur des démarches d'économie d'énergie avec les occupants et puis du matériel un peu de communication, stickers, affiches. Donc ça, c'est un kit établissement qui est distribué, donné à chacun des établissements inscrits et sur lequel on s'appuie sur certaines méthodes, par exemple sur le diagnostic participatif pour utiliser les différents appareils de mesure. En plus de ça, est diffusé dans chacun des établissements inscrits 300 kits ambassadeurs, donc à destination de 300 élèves par établissement. Il s'agit donc de donner un kit qui contient notamment des notices d'éco-gestes, mixeurs, des instruments de mesure, des stickers, des planches de BD pour sensibiliser les élèves et pour apporter ce kit et transférer des bonnes pratiques dans leur foyer au sein des familles, avec une action qui est corrélée et directement dans CUBES. Il s'agit de trouver aussi 1500 familles volontaires et qui donnent accès à leurs données de consommation pour regarder s'il y a un effet sur la consommation des familles, des élèves, du fait que les élèves soient dans un établissement CUBES. En plus de ces deux kits, donc j'ai parlé de la formation à distance, il y a une application sur laquelle on va revenir, mais qui permet d'animer sous un autre format les différentes équipes. Et il y a à disposition aussi de tous les établissements inscrits, des différentes personnes, des équipes projets dans les établissements. Donc, toute une boîte à outils sur le site internet CUBES. Dès lors qu'on est inscrit, on peut avoir accès à l'ensemble des outils qui sont diffusés aux établissements, des supports de communication et autant d'outils et d'informations pratiques pour entrer en action dans les établissements. Voilà. Donc ça, c'était le cadre général. Et je le disais, donc là, on vous propose de faire un zoom sur quelques-uns des outils et des méthodes donc, qui sont utilisés et diffusés dans les établissements, enfin à l'attention des établissements qui sont candidats à CUBES. Noémie, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Noémie Simon. Je suis chargée de projet CUBES plutôt sur les outils méthodes. Et donc, on a choisi de vous présenter notamment faire un zoom sur 3 outils ou méthodes. Voilà. Donc, c'est des outils et méthodes qu'on a élaborés spécialement pour CUBES. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CEREMA n'était pas novice sur le sujet, puisque ça fait presque 20 ans que le CEREMA travaille sur les questions d'usage du bâtiment en lien avec les aspects techniques. Et depuis quelques années, on travaille plus particulièrement sur les démarches d'économie d'énergie qui impliquent les occupants. Et donc, il y a un certain nombre de guides qui ont été réalisés, dont certains, vous les retrouverez dans le kit établissement. Et on a aussi voulu expérimenter aussi par nous-mêmes ces méthodes qu'on avait élaborées pour les améliorer, les tester. Et du coup, le CEREMA a participé à plusieurs reprises au concours CUB 2020 dont a parlé Pascal en introduction, donc qui est organisé par l'IFPED. Donc tout ça, toutes ces méthodes qu'on avait, on les a adaptées aux établissements scolaires et on l'a fait notamment en lien avec des enseignants. Donc on avait un petit groupe qui nous a donné des conseils et des retours sur nos outils pour que ces outils soient vraiment adaptés aux besoins des établissements scolaires. Donc voilà, je voulais revenir quand même sur cet aspect-là. Et puis sur le deuxième aspect, c'est un peu dans quelle philosophie on a mis en place ces outils et méthodes.
Donc, ça a été un petit peu dit par ailleurs, mais il s'agissait pour nous, ce qui était important, c'est de rendre les démarches d'économie d'énergie concrètes et du coup faire en sorte que les élèves finalement expérimentent sur leur propre bâtiment plutôt que de parler d'économie d'énergie de manière un peu théorique. Donc voilà, ça permet de faire le lien entre les apprentissages et finalement le monde qui nous entoure. La deuxième chose qui nous paraissait importante, c'était vraiment d'impliquer et de rendre acteurs tous les occupants des établissements. Parce que quand on est impliqué, bah, on est plus, la démarche est plus dynamique et puis il y a une meilleure adhésion de l'ensemble des occupants plutôt que de recevoir une démarche qui nous est imposée. Autre point, c'est également le souci d'outiller et de faciliter, notamment en direction des enseignants. On sait qu'avec, surtout dans le contexte actuel, la rentrée scolaire va être un peu compliquée pour les enseignants. Donc l'idée, c'est de leur faciliter la vie par rapport à la mise en place de QBES. Et on a mis en place des outils clés en main, mais qui restent adaptables. Donc, on vous en présentera un tout à l'heure. Et puis, toujours dans l'idée de renforcer le lien entre établissement et collectivité. Donc, ça a été dit par Christelle notamment. Alice, ouais, merci. Donc, je voulais un des premiers outils dont je voulais parler, c'était finalement la formation des équipes projet qui a eu lieu, comme vous avez vu, qui a lieu en début de démarche. L'idée, c'est d'apporter aux équipes projet, donc à 3 personnes par établissement, toutes les informations qui leur seront nécessaires pour bien lancer la démarche. Et voilà, c'est des formations qui parlent de changement de comportement, de compréhension du comportement humain, de compréhension des phénomènes de groupe, mais dans une visée vraiment opérationnelle, avec énormément d'exemples. Et aussi dans l'idée aussi d'impliquer les personnes, il y a vraiment c'est des formations qui sont très dynamiques dans lesquelles on teste différentes méthodes. Là sur les photos, je vous ai mis quelques photos. Il y a par exemple un photolangage qui est organisé, donc c'est des choses que les enseignants peuvent ensuite reprendre avec leurs élèves. Il y a aussi des exemples de communication qui sont voilà, sur lesquels on discute, qui sont présentés, sur lesquels on discute, et puis pas mal d'ateliers, des débats mouvants, enfin énormément d'outils qui peuvent ensuite leur servir par la suite. Ces formations, elles sont ouvertes donc à 3 personnes par établissement. Souvent, on a parfois des chefs d'établissement, on a beaucoup d'enseignants évidemment, mais on peut avoir aussi des gestionnaires, voire même des personnes de collectivité qui assistent. Et quelquefois aussi, on a eu des élèves, 1 ou 2 éco-délégués qui viennent assister à la formation. Voilà, donc en général, quel que soit le profil des participants, on a eu beaucoup plutôt des bons retours sur ces formations-là. Ensuite, Alicia, du coup, voilà. Le deuxième outil qu'on voulait vous présenter, c'était le diagnostic participatif, parce que là, c'est vraiment pour nous le cœur de ce que peut faire un établissement avec ses élèves, et c'est aussi le cœur de l'accompagnement qu'on propose. Donc, l'idée, c'est d'inviter les élèves à faire leur propre diagnostic dans leur établissement, voilà, pour faire de son établissement un objet d'apprentissage. Ce diagnostic, bien sûr, ce sera pas évidemment un diagnostic professionnel, mais malgré tout, on s'intéresse quand même aux aspects techniques et aux aspects usage. Et finalement, c'est plus le processus qui va être important que le résultat, même si derrière, on propose qu'il y ait des actions qui soient définies, etc. C'est vraiment le fait d'être impliqué dans ce diagnostic qui va motiver et donner envie aux élèves de faire changer des choses. Donc, voilà, l'idée, c'est d'impliquer l'ensemble des utilisateurs du bâtiment, parce que même si c'est principalement les élèves, c'est pas seulement eux, c'est aussi les professeurs, les personnels administratifs, techniques, ça peut être le personnel de cantine ou le personnel de ménage, etc. Donc, impliquer l'ensemble de ces utilisateurs-là dans le diagnostic. Et puis, du coup, ça permet de rendre concret les apprentissages, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il y a pas mal de liens qui est fait entre la pratique et la théorie. Et puis, s'approprier de manière différente les lieux, parce qu'une fois qu'on aura constaté dans son bâtiment que, par exemple, les salles de classe sont toujours laissées allumées, eh ben, si on l'a constaté soi-même, on aura d'autant plus envie ensuite d'agir pour faire changer cette pratique.
Donc, ça permet enfin aux élèves de s'acculturer sur les aspects techniques. Alors, bien sûr, entre un élève de 6e et un élève de terminale, on aura des niveaux différents, mais quel que soit son niveau scolaire, on peut déjà avoir des premières connaissances du bâtiment, de ses systèmes, comprendre comment on mesure le confort, voilà, comprendre qu'on peut avoir des niveaux de sensibilisation différents et arriver à le mesurer, voilà, etc. Donc, sur la diapo suivante. Voilà, c'était simplement pour dire que ce diagnostic, de manière très concrète, il se compose d'un cahier des professeurs ou organisateurs, donc ce qui est un peu le mode d'emploi du diagnostic, avec les objectifs, les modalités, différentes astuces pour mettre en place ce diagnostic, et puis des fiches élèves qui peuvent être modifiables, voilà, pour adapter notamment au type au niveau scolaire des enfants qu'on a en face. Donc c'est clé en main, mais modifiable et adaptable. Alors plus concrètement, ce diagnostic, il se compose de plusieurs modules, et finalement, rien n'est obligatoire. Enfin, on peut éventuellement faire l'ensemble des modules si on a du temps et qu'on a vraiment envie d'aller en profondeur, ou si on a des niveaux de classe, voilà, qui sont un peu plus portés sur ces sujets-là. Mais c'est vraiment à la carte. Donc, ce qu'on propose comme module, c'est dans un module 1, c'est une présentation du bâtiment par le gestionnaire technique, si possible. Sinon, ça peut être aussi éventuellement par le CEREMA si on est dans le cadre d'un accompagnement, et une visite de la chaufferie ou d'autres locaux techniques. Donc, même pour des enfants de 6e, et c'est peut-être l'âge qu'ont les enfants qui sont en photo ici, c'est vraiment intéressant de voir un peu le revers l'envers du décor des bâtiments, de voir tout simplement à quoi peut ressembler une chaudière. Ça nous paraît vraiment important pour l'acculturation. Donc, à chaque fois, pour chaque module, les élèves et les professeurs ont des éléments, des idées de questions à poser, etc. Ce qui nous paraît important aussi dans cette étape-là, c'est de faire découvrir un métier, celui du gestionnaire technique, et comprendre un peu quel est son rôle. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est souvent des personnes un peu de l'ombre qu'on connaît pas forcément. Donc, ça, c'est le module 1. Ensuite, il y a un module 2, c'est un diagnostic en marchant. Donc, l'idée, là, c'est de proposer aux élèves de déambuler dans un établissement avec une grille d'analyse et puis de se poser des bonnes questions, de repérer les lumières qui sont restées allumées, les appareils en veille, et puis peut-être d'aller un peu plus loin en fonction de ce qu'on souhaite, mais on peut aller aussi plus loin sur des aspects un peu plus techniques. Sur le module 3, ce sont des enquêtes confort et comportement. Donc là, l'idée, c'est de percevoir qu'est-ce que c'est que le confort pour chacun, de voir qu'il est différent en fonction de chacun, d'aller interroger le personnel de cuisine pour savoir s'il n'y a pas des marges de manœuvre possibles. Voilà, il y a un différent panel d'idées d'animation et de documents pour les élèves. Ensuite, dans le module 4, ça va être plutôt des propositions de mesures à réaliser, notamment avec le kit établissement que j'ai remis en photo ici. Voilà, donc c'est par exemple, donc c'est des propositions de TP, et c'est par exemple estimer l'impact que peut avoir le fait de baisser un rideau sur la température intérieure. Ça peut être des mesures sur le CO2 et le lien avec la ventilation. Voilà, il y a différentes choses qui sont proposées, des ateliers ou des TP. Ensuite, il y a un module 5 qui va être plutôt de restituer les activités, donc à partir de tout ce qu'on a pu observer sur le bâtiment, de synthétiser tout ça tous ensemble en classe. Donc, il y a des méthodes aussi qui sont proposées aux enseignants pour faire émerger un peu les idées, et puis les synthétiser et réfléchir à des actions à mettre en place. Et enfin, un module 6 qui va être sur proposer une communication de ces résultats du diagnostic. Voilà, donc je ne vais pas plus entrer dans le détail. Donc voilà, ça c'était le diagnostic participatif qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'il nous semble que c'est vraiment un outil très complet et impliquant. Et enfin, voilà, le dernier outil qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'outil énergique, qui est une application numérique qui va suivre les candidats durant toute la durée du challenge, qui est ouvert donc à tous les candidats, qui peut à son tour l'ouvrir à
aux adultes de l'établissement, mais aussi aux élèves qui seront les plus impliqués, mais également, s'il le souhaite, à l'ensemble des élèves de son établissement. Donc ça va être un peu en fonction de chacun. S'il l'ouvre assez largement, ça va permettre aussi de transférer aux familles QBES et les démarches de développement durable, puisque c'est une application qui est un peu plus ouverte, plus large sur la culture de développement durable. Donc, cette application, en fait, elle se compose de plusieurs sujets. Donc, il y a la possibilité de proposer des idées, donc des idées par rapport au développement durable, par rapport à QBES. Il y a la possibilité de voter pour ces idées, pour mettre en avant les idées les plus pertinentes. Il y a régulièrement des quiz qui sont proposés et qui sont assez addictifs parce qu'en général, on aime bien jouer avec ces quiz. Il y a une agora où on peut échanger sur des actions qui ont été faites dans son établissement. On peut poster des photos, par exemple, d'une animation qu'on a pu faire, d'un événement de lancement. Voilà, ça permet aux autres établissements de récupérer des idées, de partager et puis de se motiver tous ensemble. Et puis enfin, individuellement, on gagne des points si on est très actif sur l'application. Et en fait, on peut aussi, il y a aussi un classement par établissement qui s'appelle ici des tribus. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir un autre challenge qui est vraiment lié à QBES, mais qui est un peu plus large. Voilà, et puis il y a une animation qui se fait au niveau national par Énergique, donc alias Nakoum, et puis des animations qui peuvent être adaptées aussi plus localement. Voilà, donc ça nous paraissait assez intéressant parce que plutôt novateur ce genre de démarche. Et enfin, pour finir, je voulais simplement dire, voilà, c'était seulement 3 outils qu'on a développés, que vous avez développés ici dans ce PowerPoint. Mais l'idée, c'est de vous montrer que dans l'espace candidat, qui est ouvert à chaque candidat QBES, il aura accès à l'ensemble des outils et méthodes dont j'ai parlé, et puis d'autres outils et méthodes. Donc voilà l'organisation de l'espace candidat tel qu'il sera en septembre, parce qu'il est en cours de modification. Donc il y a une partie pour comment lancer le challenge avec des documents qui nous permettent de bien comprendre comment entrer ses consommations, comment constituer son équipe, etc. Il y a toute une partie sur se former avec les différentes formations à distance présentielle, des ressources externes, des astuces techniques. Il y a une partie sur l'animation avec des idées d'événements organisés, des outils de communication qui sont mis en partage. Voilà, les documents du diagnostic participatif. Ensuite, il y a tout ce qui va être la description des kits et puis les modes d'emploi des différents kits dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, voilà, le rappel réglementaire ou la newsletter qui est envoyée chaque mois aux candidats QBES et qu'on peut retrouver aussi sur cet espace candidat. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Merci. Merci beaucoup, Noémie. Donc, je vais laisser la parole à Camille qui va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Là, on vous a parlé de ce que c'est QBES, comment se déroule l'accompagnement et tous les outils qui sont à disposition donc de l'accompagnement. Mais maintenant, qu'est-ce que les établissements et les collectivités en ont pensé? Donc voilà, je te laisse la parole, Camille, pour nous raconter comment ça s'est passé. Ouais, ok, merci. Moi, je m'appelle Camille Quatrecoups et donc effectivement, je suis chargée de projet QBES au CEREMA Île-de-France. Est-ce que tu veux bien passer la diapo suivante, s'il te plaît? Ok. Et donc c'est mon équipe donc qui animons l'accompagnement donc en Île-de-France. Et donc sur cette première édition, on avait 11 lycées inscrits, 5 collèges du Val-de-Marne, 7 collèges des Yvelines et 1 collège du Val d'Oise. Et donc au total, ça nous a permis de faire 5 formations, 3 réunions de cadrage et 3 réunions de réseau jusqu'à maintenant, en plus de quelques réunions sur site dans le cadre de l'accompagnement opérationnel. Et donc c'est sur cette base-là que je vais vous faire part de mon expérience. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît, Alice. Merci. Donc je vais réinsister un peu sur les avantages, notamment des réunions de réseau.
avec en premier point le lien que ça crée entre les établissements inscrits et la collectivité. En effet, quand la collectivité est présente aux réunions de réseau, c'est vraiment bénéfique et enrichissant pour tout le monde. D'une part, la collectivité, ça lui permet de communiquer directement auprès des participants sur des événements peut-être qu'elle fait un peu en dehors de QBES, mais sur toujours le thème des économies d'énergie ou du développement durable plus généralement, et de distribuer de la documentation peut-être qu'ils ont fait. Et ça permet aussi d'avoir un retour direct en fait des occupants et de comment ils vivent dans les collèges dont ils s'occupent. Et pour les participants, eh bien c'est bien parce que des fois ils nous posent des questions où nous, CEREMA, on n'est pas forcément apte à répondre, on n'a pas forcément les réponses, ça concerne plutôt différents services de la collectivité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment bien qu'ils soient là. On a, avec le 94, ils se sont organisés de manière à inclure 3 services différents. Donc la mission développement durable, le service éducation et le service bâtiment. Et donc ça, c'était vraiment bien pour eux d'une part parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de travailler ces 3 services-là ensemble sur un projet commun. Et en plus, ils pouvaient se compléter et pour répondre aux questions des participants. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire parce qu'on sait que c'est chronophage pour les collectivités aussi, mais voilà, ça peut être un plus. Ça favorise vraiment les échanges entre les établissements. Tous, ils n'avancent pas, ils fonctionnent pas de la même manière et ils n'en sont pas non plus au même niveau d'avancement au niveau des clubs développement durable et aussi des éco-délégués. Et donc, ça leur fait vraiment du bien à l'occasion de ces réunions de réseau de savoir où en sont les autres et comment ils font pour mettre ça en place, pour ceux qui ont un peu du mal. Ça favorise les échanges entre différents occupants. Donc, on a majoritairement des enseignants, mais on a aussi, comme le disait Christelle, des gestionnaires, des personnels techniques, des principaux et vice-principaux ou proviseurs dans le cas des lycées. Et donc, chacun, en fait, a un point de vue différent sur le projet parce que du fait de son statut, il a un angle d'attaque, entre guillemets, différent pour faire des économies d'énergie et pour intervenir sur ce projet. Et donc, le fait de voir le point de vue des autres occupants, eh bien, ça amène à se dire, en effet, ça peut être bien d'inclure différents occupants dans le projet. Par exemple, en Île-de-France, on a un agent électricien qui est très motivé, qui fait partie de l'équipe projet et qui est toujours présent aux réunions. Et il a beaucoup travaillé avec des élèves d'un club développement durable. Ils ont fait tout un travail autour de l'éclairage. Donc, ils ont fait des mesures et puis ils ont étudié, c'était des dalles néons dans plusieurs locaux et ils ont étudié quelles économies d'énergie ils pourraient faire s'ils remplaçaient ça par des pavés LED. Et donc, ils ont monté toute une étude et ils ont présenté ça à la proviseure, à l'intendante et au gestionnaire. Et au cours d'une réunion, voilà, un peu officielle avec les élèves qui présentaient leurs études. Et tout ce qu'ils ont proposé, ça a été validé. Ils ont validé un budget pour faire ça. Et donc, c'est l'agent électricien qui s'occupe de faire le relamping. Donc voilà, donc quand il en parle, c'est hyper motivant pour tout le monde. Ça montre que ça peut être vraiment un plus d'avoir, là, dans ce cas-là, un agent électricien dans l'équipe. Et puis, il nous dit vraiment que lui, ce projet, c'est génial pour lui parce que ça le valorise vraiment dans ce qu'il fait. Il n'a pas l'habitude de travailler avec des élèves et il aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment sympa de faire des réunions avec des personnes comme ça. Et donc, ça motive et ça lance ou relance une dynamique. C'est vrai que les réunions de réseau, ça fait un peu comme des échéances où on peut se fixer des objectifs. Et si les personnes ont eu du mal, ont rencontré des difficultés à mettre en place des actions, ou alors au contraire ont mis des actions en place, mais ils savent pas trop quoi faire après, ça permet de relancer une dynamique, voilà, de remotiver. Voilà. Oui, merci. Donc, on essaye d'avoir des réunions de réseau dynamiques, un peu comme les formations. On a toujours comme mot d'ordre bienveillance, respect, partage. Voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment un cadre convivial et on met en place des ateliers pour qu'ils puissent avancer concrètement et puis favoriser encore les échanges entre eux, même pour les plus timides.
on fait des ateliers qu'on essaie d'adapter à la demande des participants. C'est-à-dire qu'à la fin d'une réunion, on va leur dire est-ce que vous avez des attentes particulières pour la prochaine réunion de réseau, et on peut adapter notre contenu s'ils ont des points particuliers qu'ils aimeraient voir, etc. Donc là, un premier atelier qui est assez important et qu'on fait vraiment dans les premières réunions de réseau, voire à la formation, c'est un atelier pour qu'ils manipulent les appareils de mesure qui sont présents dans le kit établissement. Donc le wattmètre, le capteur enregistreur de température CO2 et la caméra thermique. Et donc on le répartit en sous-groupes. Et l'idée, c'est qu'ils manipulent vraiment l'outil, qu'ils le testent. S'il y a des choses qui bloquent, qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne, ben, on est là, on peut les débloquer. Et une fois qu'ils ont bien pris en main les outils, ils réfléchissent à comment ils peuvent les utiliser pour faire des économies d'énergie, ou en tout cas dans le cadre du concours QBES, donc souvent avec le diagnostic participatif. Et donc ensuite, un représentant de chaque sous-groupe vient présenter aux autres comment fonctionne l'outil et ce qu'il peut faire avec. Un autre atelier qu'on a fait, là c'est une photo encore des lycées de la région Île-de-France, c'est avec des cartes actions. Donc voilà, vous avez 3 exemples de cartes: faire une campagne de communication sur les extinctions au quotidien, organiser une journée sans écran, faire une exposition de clichés thermographiques. C'est plein de cartes où il y a des exemples d'actions ou d'événements qui peuvent mettre en place dans les établissements. Et donc on avait étalé toutes ces cartes et les participants devaient se lever et regarder un peu et en choisir quelques-unes qui leur plaisaient ou pas du tout. Et voilà, on sélectionnait quelques-unes. Et ensuite, chacun devait présenter les cartes qu'il avait choisies et expliquer pourquoi ils l'avaient choisi, est-ce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien mettre en place dans leurs établissements, pourquoi, et comment ils s'y prendraient, est-ce qu'ils voient des difficultés pour mettre ça en place. Après, l'idée, c'était aussi, parmi ces cartes qu'ils avaient présélectionnées, d'en choisir une et de se lancer le défi de mettre en place cette action avant la prochaine réunion de réseau. Je veux bien diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, maintenant je voudrais vous présenter quelques actions qui ont été menées dans les établissements. Donc on a beaucoup d'établissements qui ont créé des nudges. Des nudges, c'est un affichage pour amener l'occupant à réaliser une action sans forcément qu'il s'y sente forcé ou sans qu'il s'en rende, voilà, qu'il s'y sente obligé. Donc là, par exemple, il y a le lycée Blaise Pascal qui a utilisé un peu le thème de l'humour. C'est les élèves qui ont fait ça. C'est marqué « Pas besoin d'être une lumière pour éteindre une ampoule ». Donc voilà, petit jeu de mots. Ils en ont un autre avec tel Dark Vador passe du côté obscur. Donc voilà, c'est pour amener les gens à éteindre la lumière sans que ce soit moralisateur ou quoi. L'autre exemple, c'est celui d'Eugène Delacroix. Protège la terre, éteint la lumière, avec une petite image d'une ampoule et puis écrit en différentes langues. L'autre exemple que je vais vous présenter, c'est, vous l'avez vu tout à l'heure, cette petite image, c'est la semaine verte. C'est le collège Émile Zola qui a fait un événement non pas sur un jour, mais sur toute une semaine. En fait, c'est un événement qu'ils ont l'habitude de faire, c'est sur le développement durable en général. Mais là, comme il y a QBES, ils ont intégré des éléments QBES pendant cette semaine. Donc là, sur la photo, ce que vous voyez, c'est des élèves qui ont, en cours d'art plastique, travaillé sur le fait d'illustrer des éco-gestes. Et donc, ils ont affiché tout ça lors de la semaine verte dans le collège. Pendant cette semaine, chaque jour, les élèves devaient par classe réaliser un défi. Par exemple, le premier jour, c'était aucun papier ne doit rester par terre à la fin de l'heure de cours. Le deuxième jour, en plus, ils devaient enlever leur manteau en arrivant en classe. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élèves qui gardent leur manteau et qui du coup ont chaud et en hiver vont venir ouvrir les fenêtres alors qu'il y a le chauffage qui fonctionne, par exemple. Voilà, troisième jour, je crois que c'était pas de chewing-gum et voilà. Et jusqu'au jeudi, ils avaient des défis à faire et le vendredi. Donc déjà, ils devaient tous mettre un vêtement vert ou un accessoire vert pour voilà, représenter le développement durable. Et les professeurs qui avaient noté à la fin de chaque cours les classes s'ils avaient bien relevé les défis, ça a permis de classer les classes et donc la meilleure classe de chaque niveau s'est vue remettre des kits ambassadeurs en guise de lot. En parallèle, parce qu'en fait c'est un collège qu'on a accompagné opérationnellement, donc on s'est rendu
sur place le temps d'une pause déjeuner pour tenir un petit stand. Donc là, ce que vous voyez, c'était des petits cubes qu'on a créés et sur chaque face, on a écrit un défi un peu personnel à réaliser. Par exemple, le soir, j'éteins tous mes appareils, je les laisse pas en veille. Quand je veux choisir à manger dans le frigo, je réfléchis à ce que je veux prendre avant d'ouvrir la porte du frigo. Des petites choses un peu simples comme ça. Et donc les élèves, quand ils voyaient le stand, bah, ils étaient un peu intrigués. C'est qui ces dames c'est quoi ces cubes Et du coup, on pouvait leur expliquer un peu ce que c'était le challenge s'ils n'étaient pas forcément au courant. Et après, ils pouvaient lancer ces cubes tels des dés et tomber sur un défi. Et s'ils se sentaient prêts à relever ce défi, eh bien, ils pouvaient noter dans le carnet, moi, un tel, je m'engage à réaliser tel défi. Et en fait, ce carnet, on leur a laissé à la vie scolaire pour qu'ils puissent, une fois qu'ils ont réalisé le défi, ou alors que c'est devenu une habitude, stabiloter pour dire que c'est réalisé. Ouais, merci. Quelques autres actions. Alors là, vous voyez, les photos, elles sont un peu toutes présentées de manière étrange. En fait, ça vient de l'Agora énergique. Donc là, ce sont des professeurs ou alors des personnels techniques, donc membres des équipes projets qui ont partagé ça sur l'Agora d'énergie. Donc le premier exemple, c'est le fameux agent électricien qui a changé, qui est en train de faire le relamping dans certains locaux et qui montre que visuellement, on voit la quantité de dalles néon qui remplace par beaucoup moins de pavés LED. Le deuxième exemple au milieu, c'est le lycée Jean Jaurès qui poste une photo du groupe Écolycée qui a animé la partie recueil du ressenti des occupants pour le diagnostic participatif. Donc ils avaient fait un quiz interactif. Et enfin, la dernière photo, c'est une professeure qui poste une photo en train de faire le diagnostic de son établissement avec une caméra thermique pour repérer les dysfonctionnements. Oui, vas-y, tu peux cliquer. Le dernier exemple, c'est une infographie qu'a fait le gestionnaire du nouveau lycée de Boulogne. Si ça s'affiche. C'est en fait, il a fait ça parce que c'est un lycée qui est très récent et qui donc a été pensé de manière à faire déjà pas mal d'économies d'énergie. Et donc il a ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave, sinon c'était une page internet. Voilà. Il a fait ça pour les écolycées, comme ça résume en fait tout ce qui est déjà fait dans le lycée pour faire des économies d'énergie. Donc ça peut servir déjà de base pour un diagnostic participatif, tout ce qui est fait. Et puis voilà, il y a des éléments cliquables pour avoir un peu plus d'informations. Donc là, par exemple, sur la présence des puits de lumière pour l'éclairage ou pour le chauffage, voilà, plus de détails sur les températures de consigne et comment ça fonctionne. C'est bon, je pense qu'on va pas trop s'attarder. Merci. Donc pour finir, je vais laisser la parole aux participants. Donc la première vidéo, c'est un témoignage d'une enseignante de SVT du lycée Jules Ferry qui a participé en fait à l'édition Cube 2020 juste avant la première édition CUBES, mais qui a concouru donc en tant qu'établissement scolaire.
Ok. Et après, j'avais aussi mis une petite vidéo d'élèves d'un collège, pareil, qui a participé à l'édition Cube 2020 avant que CUBES n'existe, pour voilà, donner un peu la parole aux élèves qui sont quand même au cœur de ce challenge. Et on voit qu'ils se mobilisent, même ceux qui au départ ne faisaient pas forcément partie de Club Développement Durable, donc je l'ai trouvé assez sympa. Voilà, merci. Désolée pour les oreilles à la fin, peut-être, pour certains. Donc, c'est terminé pour ma partie. Donc, je pense qu'on peut passer aux questions. Alicia, je te relaisse la main. Oui, merci beaucoup Camille. Voilà, donc là c'est votre moment, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Vous avez un endroit dédié pour ça, donc voilà, c'est le moment, il y a tout le monde, donc allez-y. On avait une question, est-ce que les bâtiments de DOM sont-ils concernés par le décret tertiaire? Je crois que oui, en fait là, la question avait déjà été répondue. Il y avait la question sur le nombre d'établissements. Je ne sais pas si Pascal, tu voulais répondre ou pas? Si. On va. Sinon, je vais répondre sur le nombre d'établissements. Je le disais, l'objectif affiché dans ce programme de certificat d'économie d'énergie, c'est de toucher 1000 collèges ou lycées sur 2 à 3 ans de programme C2E. Voilà, il y en a autour de 200 qui sont déjà candidats des années précédentes. Donc, j'ai envie de dire le maximum, hein, en tout cas pour l'année scolaire qui vient. On a déjà quelques inscrits pour l'année scolaire qui arrive ou préinscrits. Puis, voilà, le programme va, en tout cas de financement hein, via les C2E, est encore en vigueur pour les 2 années scolaires qui arrivent. Les places sont quand même limitées hein, au bout d'un moment, mais voilà, en tout cas, on est prêt à prendre un maximum de candidats pour l'année scolaire qui arrive, pour l'année scolaire suivante, en fonction de l'avancement du programme. On ne sait pas combien on pourra en atteindre, hein, mais voilà, l'objectif cumulé est de 1000. Alors, on a une question de Johan Malter. Comment se passe le financement C2E? Est-ce que c'est possible de le considérer comme une appel d'offres, donc dans le cadre des CPE? Pascal, tu veux répondre? Pardon, j'ai pas compris exactement la question. C'est un appel d'offres. Je répète Pascal.
En fait, c'est Yoann Alter qui demande comment se passe le financement C2E. Est-ce qu'il y a possibilité de les considérer comme une réponse à appel d'offres, comme les CPE par exemple? Alors, les C2E sont totalement transparents par rapport pour les collectivités. Ils ne les voient pas du tout en fait. On parle des C2E pour expliquer pourquoi 90% de la prestation que nous offrons n'est pas à régler par les collectivités. C'est qu'en fait, nous avons répondu à un appel de la DGEC pour répondre aux besoins. Sauriez-vous accompagner 1000 établissements scolaires sur 3 ans? Nous avons remporté le concours et ça nous donne droit. Donc nous avons une aide de 90% de nos dépenses qui viennent des C2E. Et ce que l'on demande aux collectivités, c'est uniquement 10% qui correspondent à la partie inscription au concours. Alors je ne sais pas si j'ai répondu, mais donc les C2E sont complètement indépendants. Si par hasard un établissement ou une collectivité a en tête un projet d'action qui donne droit à des C2E, mais elle fait ce qu'elle veut. Et le fait de concourir à QBES ne gêne en rien. Il n'y a pas de phénomène d'accumulation ou non, c'est totalement indépendant. Et pour la partie réponse d'appel d'offres dans le cadre des CPE? Ah, des CPE, pardon, excuse-moi. Non, il y avait C2E, il y avait C2E et il y avait CPE. Alors pour répondre à pareil, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est un exploitant qui pose cette question. Quand un exploitant souhaite faire inscrire des collectivités pour les collèges dont il assure l'exploitation, faire inscrire à QBES, l'exploitant ne règle exactement comme la collectivité que l'inscription au concours. Donc pareil, il est libre de faire des travaux lui rapportant des C2E, enfin des travaux donnant droit à C2E comme il l'entend. Vraiment, les C2E sont invisibles pour toutes les personnes qui inscrivent des établissements à QBES. Très bien. Très bien. Il y a une autre question. Y a-t-il un lien avec le programme C2E Wattier à l'école, qui est dans les écoles élémentaires? C'est une excellente question. Oui, c'est une excellente question. C'est qu'à chaque fois qu'une école intervient sur notre site QBES en disant c'est très intéressant QBES, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous? On leur dit malheureusement non, mais qu'on les renvoie sur Wattier à l'école. Wattier à l'école qui est un excellent programme C2E également. Mais il y a le lien, c'est que Wattier à l'école existait avant nous. Et donc, il bénéficie d'un programme C2E, d'un accompagnement C2E également. Et on existe parce que, comme Wattier à l'école, ce sont pour les établissements du primaire, nous, on répond aux établissements du secondaire. Donc, il y a encore des choses à faire pour les universités. Mais voilà. Mais sinon, oui, on se connaît. Et en particulier, l'étude 1500 familles est réalisée par EcoCO2, qui porte le projet Wattier à l'école. D'accord. Oui, c'est pour compléter, il y a une petite différence entre les deux programmes, c'est que Wattier à l'école intervient dans des classes par classe. C'est vrai que le programme QBES, on est plus à une échelle collective, donc d'animation collective d'établissements. C'est la principale différence dans les deux programmes. N'hésitez pas à poser d'autres questions ou des précisions par rapport aux questions que vous avez posées. N'hésitez surtout pas. Bon, sachez que dans tous les cas, si vous n'avez pas de, de questions dans l'absolu ou que voilà, on peut être joignable par mail. Il y a une nouvelle question, donc la date limite d'inscription au programme QBES, Challenge QBES. Christelle, tu réponds? Comme tu veux. La date limite d'inscription, en tout cas, c'est dans l'intérêt à la fois des collectivités et établissements d'inscrire le plus tôt possible en amont
de la rentrée scolaire, ce serait l'idéal. Après, comme je disais, avec la période que nous avons pu avoir ce printemps et les difficultés qu'ont eu les établissements, on a repoussé un peu les inscriptions, la date limite d'inscription à fin octobre, pour l'année scolaire qui arrive. Et puis, il y a la question, est-ce que QBES est développé dans les DOM? Aujourd'hui, on n'a pas encore eu de candidats dans les DOM, mais c'est ouvert effectivement au collège et lycée des DOM. Et le dispositif sera-t-il reconduit l'année prochaine, l'année scolaire qui arrive et l'année suivante? En tout cas, tout le dispositif des 2 ans et l'accompagnement qu'on a pu vous présenter avec les collègues sera reconduit effectivement les 2 années scolaires qui arrivent. Oui. Oui, il y a une autre question. question. Une question sur les économies. Retour d'expérience sur le pourcentage d'économies d'énergie générées avec QBES sur les projets actuels. Alors, pour l'instant, les résultats ne concernent que les consommations à fin février. Donc, il y a peu de mois de retour parce que le concours cette année a commencé avec du retard. Alors cette année, pardon, l'année dernière, la saison précédente, il a commencé avec du retard entre octobre et décembre. Donc finalement, on a engrangé qu'entre 2 et 3 mois de consommation et la moyenne des gains sur ces 2 et 3 mois est de 2%. Alors, multiplié par 12, pourquoi pas, par 6, pourquoi pas, ça ferait les 12% en moyenne que l'on envisage, sauf que ces mois intègrent des périodes dites périodes de chauffe. C'est pour ça que on sait qu'on est passé cette année à côté de la période de chauffe, ce qui fait qu'exceptionnellement, pour la promotion que nous vivons actuellement, nous avons décidé de continuer de faire courir le compteur après la période de chauffe de cette année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. Si je peux répondre précisément. Et là, on espère avoir 12% et plus. Alors, il faudra qu'on enlève l'effet de la crise sanitaire, puisque évidemment, on sait que les collèges et lycées ont été fermés. Donc là, de fait, les consommations ont baissé, mais évidemment, notre outil prend en compte toutes ces évolutions. Ce qui fait que l'effet sanitaire, on aura 2 chiffres. On a le chiffre brut, très bien, et on sait qu'il y aura une baisse, mais c'est pas celui-ci qui est intéressant. Le chiffre intéressant, c'est celui qui prendra en compte le fait qu'il y a évidemment une baisse dans tous les collèges et lycées. Ok. On a une autre question de Pierre Pellegrini qui demande, peut-on mixer des collèges et des lycées dans une même équipe? Ça arrive dans des cas exceptionnels, le cas des cités scolaires. Mais comme l'a dit Noémie, les programmes ne sont pas nécessairement les mêmes pour des collèges et des lycées. Et je donne la parole à Noémie, Camille ou Christelle, si vous veulent compléter sur ce point. Oui, c'est juste en complément. C'est vrai qu'en règle générale, les départements vont inscrire leurs collèges, les régions leurs lycées. Et puis, il y a le cas des cités scolaires qui peuvent être gérées soit par les départements, soit par des régions. Donc, ce cas-là, effectivement, Pascal en a parlé. Après, à la marge, c'est une question qui s'est déjà posée, mais on ne l'a pas forcément mis en place. Voilà, on a dit qu'il faut au moins 5 établissements dans une collectivité, par grappe, on appelle ça par grappe, les inscriptions collectives. Voilà, si on avait déjà 5 à 10 collèges sur un département et qu'il y a un lycée du même département qui n'a pas pu partir, entre guillemets, avec sa région, c'est pas exclu. En tout cas, nous, on s'y oppose pas, mais c'est pas la règle générale qui est en place. Et après, se poser la question de qui finance les frais d'inscription. Donc, ce serait peut-être plus dans ce cas à la charge de l'établissement lui-même et pas de la collectivité. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de règle qui l'interdit,
mais c'est pas ce qu'on retrouve souvent. Par contre, on l'a peut-être pas indiqué, c'est valable à la fois aux établissements privés et publics. Et du coup, on a déjà des grappes, enfin des inscriptions collectives dans lesquelles on a du public et un peu de privé. Et on peut tout à fait constituer une grappe de collèges publics privés et lycées privés. On a une autre question par rapport au calcul. Donc oui, l'outil prend en compte les DJU, DJR. Est-ce que vous voulez peut-être approfondir ce qui a été dit en début de présentation? Peut-être que Pierre Pellegrini n'était pas présent à ce moment-là. Donc juste peut-être faire un petit rappel de comment sont faits les calculs. Oui, alors, on part d'une situation de référence. L'idée, c'est de réussir à modéliser le comportement thermique des établissements scolaires. Pour ce faire, on récupère les données de consommation, le maximum de données de consommation fiables, et on s'est entendu pour pouvoir faire une modélisation correcte, il faut au moins 36 valeurs par énergie, ça correspond à 3 ans. Donc 3 ans de consommation pour chacune des énergies utilisées dans l'établissement scolaire. À partir de ça, on lance un outil, donc un outil statistique qui permet de modéliser le comportement de l'établissement, aussi bien en fonction du DJU, DJR, donc c'est un terme technique qui veut juste dire que l'on prend en compte la différence de température que l'on constate par rapport à une moyenne aussi bien pour les jours chauds que pour les jours froids. Donc on prend en compte ce phénomène climatique, mais aussi d'autres paramètres en fonction des informations qui nous sont données. Si sur les 36 valeurs, il y a le détail de l'occupation, et on saura prendre l'occupation, etc., etc. Donc, plus on enrichit l'outil statistique de données, meilleur il est. Une fois qu'on a cette modélisation de bâtiments, il suffit, en renseignant les mêmes paramètres d'évolution, donc les fameux DJU, DJR, plus les autres paramètres, en renseignant ces mêmes paramètres pour un mois donné et en comparant à la consommation du mois, ça permet de voir si on est meilleur ou moins bon. C'est-à-dire que si le bâtiment modélisé avec les paramètres du mois est meilleur ou moins bon que ce qu'on constate en termes de consommation. Et c'est ça qui nous génère le gain ou la perte. On espère plutôt les gains. Il y a une autre question qui concerne l'inscription des lycées à la région Grand Est. Est-ce qu'il y en a qui se sont inscrits? Effectivement, la région Grand Est a inscrit. Ouais, sur l'année dernière, en tout cas l'année scolaire qui se termine, la région Grand Est a effectivement inscrit, je crois, 9 lycées de mémoire Oui. sur l'année scolaire passée, ouais. Et puis une remarque sur le conseil départemental du Loir-et-Cher qui a décidé de prendre en charge les frais d'inscription. C'est en général ce qu'on retrouve, hein, que la collectivité prenne en charge les frais d'inscription des établissements qui sont à sa charge. Voilà, et puis ça arrive aussi des fois qu'elle prenne également les inscriptions de certains établissements privés de leur sorte. Il y a une autre question par... Pas pour l'instant. Après peut-être, mais la région Grand Est n'a pas pour l'instant réinscrit. Pascal, je ne sais pas si tu as d'autres. Non, mais pas plus, pas mieux. Pas encore. Donc, au niveau de la région Grand Est, qui est l'interlocuteur pour l'inscription? Madame Samia Bari, côté région, si c'est cela la question. La personne du conseil régional avec laquelle nous sommes en contact pour la région Grand Est, c'est Madame Samia Bari. Oui, je pense que c'était bien, c'était bien cette question-là.
Et évidemment, je vais envoyer les coordonnées. C'est Monsieur Pellegrini, je suppose, qui pose Monsieur la Pierre question. Pellegrini, exactement. Oui. Très très bien. Je lui envoie les coordonnées de Madame Barry par mail, juste dans 5 minutes là, quand on aura fini. Très bien. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Mais sachez bien évidemment que nous restons joignables pour répondre à vos autres questions. Ok. Je pense qu'on peut terminer le webinaire. Voilà, je répète, mais sachez qu'on reste disponible. Tout le webinaire a été enregistré. Donc au niveau des supports, on pourra vous les transmettre. Et je vous remercie à tous et toutes et tous les intervenants côté CEREMA et donc côté IFPUB. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous tous et à vous toutes. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.